De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes grâce à Okindikiza, Nadia Lamargui et Camille Sari. Tout de suite, le dossier du jour. Imposées par la colonisation, les langues européennes sont parlées dans un grand nombre d'États africains et sont souvent langues d'enseignement. Mais certains pays ont depuis peu intégré les langues locales dans le système scolaire, une mise en œuvre qui ne se fait pas sans difficulté, mais dont les résultats sont probants. Un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wandiam Valentin Compaoré, et de notre correspondant Rwanda, Oliva Diakota. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays africains, a accédé à la souveraineté nationale en 1960 avec un taux de scolarisation très faible au primaire. En effet, au Burkina Faso en 1960, le taux de scolarisation était d'environ 6%. Depuis lors, les autorités ont pris à cœur les questions éducatives. Ainsi, les différentes politiques engagées dans le secteur ont permis d'améliorer les principaux indicateurs de l'éducation avec environ 65% en 2012. Cependant, des disparités demeurent entre les différents niveaux. En effet, en 1994, une étude nationale d'évaluation du système éducatif fut menée, étude qui montre la faillite de ce système éducatif. En 1996, les États généraux de l'éducation furent organisés et recommandent l'introduction des langues nationales dans l'éducation. Pourquoi l'intégration de ces langues locales dans l'éducation? Comment ce programme est-il perçu? Quelles sont les difficultés qui entravent cette mise en œuvre? Le bilinguisme serait donc une alternative pour une éducation de masse et de qualité. Le Burkina Faso, tout comme le Rwanda, sont en pleine expérimentation des langues locales dans l'éducation de base. C'est depuis 2002 que le pays des hommes intègres s'est lancé dans cette aventure avec la ferme conviction qu'on apprend mieux dans sa langue. Préjugés auxquels la dite langue se heurte, elle se fait peu à peu une place dans le système éducatif du pays. Je peux dire que le bilan est vraiment positif. Il est positif parce que, et aussi encourageant, parce qu'en ce qui concerne la qualité de l'éducation, le développement de la culture de lecture et aussi la rétention des enfants. Au Burkina Faso, ce sont au total 8 langues qui sont utilisées dans l'enseignement bilingue. Ces langues sont enseignées à 90% en première année pour n'être qu'à 10% en cinquième année. Pour les enseignants, même dans les classes classiques où l'enseignement se fait en français, les langues nationales sont souvent utilisées pour faire passer des messages et faciliter la compréhension des élèves. Dans le système classique, déjà on faisait le bilingue sans savoir, puisque pour faire passer les notions, il fallait repartir avec la langue même de l'enfant pour qu'il arrive à comprendre. Et surtout quand je commençais la première année, ils étaient plus éveillés que d'habitude quand j'avais les élèves du classique. Je donne un exemple. Si tout de suite, moi, j'ai dit aux élèves, là, en français, là, le lion, ils vont répéter, parce que je les ai dit de répéter. Mais ils ne seront pas tout à fait motivés. Parce que quand la maîtresse a dit le lion, nous ne comprenons pas. Mais quand je vais dire le lion, là, Aria Boignéra Mbolir, ou bien, si je viens leur présenter l'image du lion là, ils vont tout de suite Boignéra. Et vous verrez qu'il y aura du bruit dans la classe. Au Burkina Faso, le nombre d'écoles bilingues est passé de 2 en 1998 à plus de 200 aujourd'hui. Les résultats aussi sont en nette progression. Ainsi, de 53% à ses débuts, on a 80% au certificat cette année. Preuve selon les autorités que la langue de l'enfant facilite sa compréhension. Si nous regardons effectivement donc, les taux de promotion à l'intérieur bien sûr des classes, donc les résultats sont assez satisfaisants. Si nous regardons également au niveau des résultats, au niveau des certificats d'études primaires, ils sont satisfaisants. Donc en témoigne donc les résultats de cette année, donc, au niveau de l'éducation bilingue, nous avons obtenu un taux de succès de 81,49%. Donc cela quand même n'est pas à négliger. Donc ça démontre, donc ça dénote une fois de plus l'importance et la pertinence bien sûr des écoles bilingues bien sûr dans l'amélioration des résultats de nos élèves. Au Rwanda, toutes les écoles publiques et certains établissements privés enseignent en Kinyarwanda dès la maternelle et les 3 premières classes du primaire.
Ici, à Apaper, une école fréquentée par près de 700 élèves, le Kinyarwanda est mieux appréhendé par les apprenants. J'ai retenu que le lac Kivu est le plus grand lac de notre pays. Aussi, il regorge de beaucoup de ressources. J'ai compris que dans le lac Kivu, il y a des poissons, mais pas de crocodiles et d'hippopotames. Le niveau de mes élèves est bon parce que les enfants ont réussi bien. Si l'introduction de ces langues sont un atout considérable pour une éducation de masse et de qualité, des difficultés demeurent. En effet, ces langues ne sont pas prises en compte dans les examens officiels. À cela s'ajoute l'indisponibilité du matériel didactique. C'est la mentalité de certains parents qui ne donnent pas de la valeur à la langue maternelle et qui pensent que vraiment, il faut, quand on étudie, quand on apprend la langue maternelle, c'est l'aliénation. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça parce que tous les parents parlent la langue maternelle d'abord. Il y en a qui pensent que par la langue nationale, on ne peut rien apprendre. Mais là, c'est une culture et nous savons que, bon, malheureusement, parmi les intellectuels, il y a une bonne majorité qui croit que c'est comme ça. Pourtant, avec les langues nationales, nous savons que nous pouvons réussir une éducation de qualité. Plusieurs ethnies composent la population burkinabé et chacune a sa langue. Ainsi, le Burkina Faso compte plus de 60 langues parlées. Dans ce contexte de multilinguisme, certains parents sont réservés. Nous souhaitons qu'on enseigne plus en moré car il y a des enfants de toutes les ethnies ici, des San, des Gourandsi. Comment ces enfants-là vont apprendre? Et si encore ils ne comprennent pas le moré et à la maison c'est le San ou le Gourandsi qui est parlé et non le moré. Dans ces écoles bilingues au Burkina se pose le problème de la disponibilité du matériel didactique. Outre les détracteurs des langues locales, la mise en œuvre pose problème selon le syndicat national des travailleurs de l'éducation. En effet, si ce syndicat loue l'intégration de ces langues, pour lui, l'expérimentation fut inachevée. Il faut travailler les langues nationales, donc faire de telle sorte qu'on puisse les utiliser dans l'enseignement, de la maternelle jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Vous voyez, l'expérience qui a été menée par l'OSEO, soldat suisse, a été concluante à partir jusqu'au primaire. La promotion qui a été présentée au certificat d'études primaires, ils ont fait 100%. Mais cette même promotion qui a continué en troisième est allée faire 0% au BPC. Ce qui suppose qu'il faut travailler les langues nationales, donc pour qu'elles soient réellement scientifiques, donc qu'on puisse les utiliser en mathématiques, en sciences. Au Burkina Faso, le budget alloué à l'enseignement est d'environ 19%, contre 20% au Rwanda sur la période 2000 et 2007. Ce qui a permis au pays des 1000 collines d'atteindre à ce jour près de 96% de taux de scolarisation. Avec ce système d'enseignement, le nombre d'années au primaire est passé de 6 à 5 ans au Burkina Faso, avec un gain de plus de 10 milliards de francs CFA. Selon les analystes, la généralisation des langues dans l'enseignement en Afrique s'impose pour une identité culturelle. Mais les États gagneraient, selon certains professionnels de l'enseignement, à adapter les contenus de ces langues nationales aux réalités du marché de l'emploi. Camille, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'utiliser ces langues locales comme langue d'enseignement en Afrique? Oui, non, mais absolument. Il faut d'abord... Quand on a une langue maternelle, il faut l'utiliser. Il faut aussi faire... Ça a été dit dans le reportage à propos de l'exemple du lion. Il faut que dans l'imaginaire de l'enfant, il y ait un parallélisme entre ce qu'il entend de chez lui dans le foyer, ce que raconte la grand-mère, les contes et tout ce qui entoure la culture, l'héritage, et faire un parallélisme aussi avec d'autres langues. C'est une richesse, c'est une addition. Par contre, il faut faire une étude bien précise, pays par pays. Dans chaque pays, il faut le faire, c'est de voir quelle langue maternelle utiliser. Il n'est pas question d'imposer une langue qui est la langue, par exemple, peut-être même majoritaire, à des enfants qui n'ont jamais entendu parler. Donc ça serait pour moi arbitraire. Justement, ça peut poser des problèmes, puisque au Nigeria, par exemple, il y a plus de 200 langues locales. Oui, mais en Espagne, par exemple, les Catalans
ils apprennent le catalan, mais ils apprennent donc la langue espagnole, donc le castillan, les basques pareil, etc. Donc il faut imaginer une régionalisation de l'apprentissage des langues maternelles. Deuxième problème, c'est aussi les manuels, parce que là, il ne faut pas tomber dans l'appauvrissement scientifique et technique des enfants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de manuel, il faut faire un effort de traduction dans la langue maternelle, de manuels, que ce soit dans les mathématiques, physique, etc. La langue n'est pas comment dire, un but en soi, c'est un moyen, c'est un instrument pour apprendre, pour évoluer. Nous sommes, nos enfants, nos sociétés africaines, ils sont appelés à innover, à avoir un emploi plus tard. Il ne s'agit pas d'avoir une langue pour une langue, il s'agit d'aller le plus loin possible. Donc il faut étudier quels sont les moyens pour que la langue soit utile. La langue maternelle, elle est toujours utile, mais laquelle? Il ne faut pas imposer une langue au détriment de l'autre. Il faut aussi garder le bilinguisme. Parce que moi, je critique souvent l'arabisation. Pourtant, je suis très arabophone. Je suis un parfait bilingue. Je parle les deux langues. Mais ça a été une catastrophe de privilégier l'arabisation et d'exclure les autres langues. Résultat, ça appauvrit l'enseignement. C'est une erreur. Il faut les deux. On est capable d'apprendre 2, même 3 langues. Moi, je dis qu'un enfant, il faut profiter de cette capacité. C'est une éponge, un enfant. Il est capable d'absorber le maximum de langues. Dès l'école primaire, même maternelle et primaire, il faut qu'il ait au moins 3-4 langues. Peut-être, moi je regrette qu'on ne m'a pas appris le berbère par exemple, parce qu'il y a beaucoup de berbères, il y a 4 langues berbères, et ça a été une pauvreté parce que je ne peux pas communiquer avec certaines populations du Maroc par exemple. Nadia, en parlant du bilinguisme, on a quand même certains pays qui ont du mal à mettre en place ce bilinguisme. Il y a par exemple le cas de la Mauritanie, où la réforme du système éducatif en 1999 a imposé ce bilinguisme arabe-français. Et pourtant, une enquête réalisée en 2001 a révélé que seuls 5% des professeurs étaient bilingues. Donc, oui. Après, c'est vrai que nous parlions de langue locale. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être en Mauritanie utiliser aussi la langue verniculaire pour pouvoir enseigner et l'une et l'autre aux enfants en primaire. Maintenant, on voit bien que le problème principal, ce n'est pas les enfants au fond, c'est les adultes et leur manière de gérer la chose. Pour enseigner une langue, il faut du matériel didactique, un minimum en tout cas, écrit dans cette langue-là. Il faut aussi former les maîtres et nous en revenons continuellement à la même question et au même problème au fond qui n'a pas de réponse, c'est-à-dire à partir de quel moment un État investit dans la formation de ses enseignants et à partir de quel moment un État décide de mener une réforme de bout en bout, non pas seulement sur une seule partie de cette réforme-là, mais réformer un système, le système de l'éducation nationale, le système éducatif, c'est un système en chaîne. C'est-à-dire qu'il faut qu'au début de la chaîne, autant qu'à la fin de la chaîne qui est l'enfant, la réforme se fasse. Ça veut dire investir dans la formation des maîtres, investir dans du matériel didactique, prendre le temps de faire les choses correctement pour que le programme soit construit de manière à ce que l'apprentissage se fasse de manière crescendo, comme on peut faire dans n'importe quel autre pays. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on impose par exemple en Mauritanie le bilinguisme, mais qui vient se greffer relativement à une troisième langue, qui est leur langue locale. Donc il faudrait peut-être commencer déjà par utiliser, et c'est le propos même du reportage, la langue du quotidien pour enseigner aux enfants les plus jeunes. Mais une fois encore, la question de la transmission du savoir se pose. C'est-à-dire quel type de savoir on transmet et comment on le transmet. La langue, et Camille le disait très bien, la langue n'est qu'un outil de transmission. Ce n'est pas un objet en soi, ce n'est pas le cœur de la transmission. L'idée, c'est de leur apprendre à évoluer dans leur quotidien, d'être capable de réfléchir, de construire une réflexion, de connaître leur environnement et de mettre des mots sur des choses. C'est un peu le principe de l'enseignement, en tout cas primaire. Donc là, à partir de là, à quel moment on investit, à quel moment on réfléchit au passage d'une langue à l'autre et comment on peut utiliser une langue pour l'apprentissage de l'autre.
Et à mon sens, il faut, lorsque l'enfant est petit, en maternelle et en primaire, privilégier la langue maternelle, qui n'est pas la langue d'enseignement souvent. Et là, pour le coup, ça demande un effort d'investissement encore plus grand, parce que ça oblige les États à former les maîtres qui n'étaient jusque-là pas formés pour ce type d'enseignement-là. Gracia, est-ce que l'utilisation des langues locales, est-ce que ça ne souffre pas aussi de cette image de langue maternelle, peut-être moins prestigieuse, moins valorisante que les langues nationales officielles ? Il y a un problème qui se pose déjà au niveau national. Du moment où on voit, par exemple, tous les textes, même qui passent au Parlement, sont dans une langue étrangère ou une langue qui est parlée dans la sous-région, et on voit les dirigeants, souvent qui s'expriment ou discutent entre eux dans une autre langue, on a du mal à demander aux autres de parler la langue locale. Aussi, il ne faut pas qu'on raisonne dans le sens où dans un pays, il y a une seule langue. Il y a des fois, il y a des langues, il y a des dialectes. Des fois, l'enfant, sa langue maternelle, c'est une dialecte. C'est les deux petites langues que les autres ne parlent pas. Donc, c'est difficile, par exemple, d'apprendre celui qui parle une autre langue, de lui apprendre à parler bambara, alors qu'il y a d'autres enfants qui parlent de naissance le bambara. Donc, celui qui ne parle pas le bambara va être handicapé par l'avance des autres. Et en même temps, il faut savoir que ces langues, ce n'est pas... Il y a deux choses qui se distinguent. Il y a d'abord la langue ou des langues qui sont parlées internationalement. Les enfants vont évoluer jusqu'à l'université et ils vont faire le travail dans une langue étrangère souvent. Et en même temps, l'élite d'un pays a besoin de s'exprimer dans la langue nationale ou les langues locales pour qu'ils soient au service des peuples. Il faut qu'ils arrivent à discuter avec le peuple, à savoir ce que le peuple veut. Il faut en même temps continuer à apprendre ces langues, mais il ne faut pas vraiment qu'elles handicapent l'apprentissage d'autres langues. On a montré un exemple du Rwanda où les gens, pratiquement les enfants, ils ont l'anglais, le français, c'est un pays où ils sont, je dirais, trilingues. Il y a aussi le swahili, il y a le Kinyarwanda, ce qui fait que les enfants apprennent facilement. À l'université, il y a un prof qui peut venir parlant anglais, il forme, parlant français, il va former. C'est un avantage et en même temps un atout, le fait de continuer à parler la langue locale culturellement et aussi au niveau de la cohésion d'un pays. Le problème, à mon sens, aussi, c'est qu'on colle à l'enseignement de la langue beaucoup d'idéologie. Et c'est très idéologique. La langue, ça a toujours été une part de l'identité d'un peuple. Et défendre une langue, pour certains, c'est plutôt un acte de défense identitaire plutôt qu'une construction pédagogique ou la transmission d'une quelconque connaissance. À mon sens, il faut déjà commencer à séparer les aspects idéologiques des aspects purement pédagogiques. Et arrêter de mettre dans cette langue, parce que souvent on a voulu mettre une sorte d'unicité dans les États. Et en choisissant une seule langue, on pensait qu'on allait créer une sorte d'unité autour d'une langue qui serait la langue du pays et donc construire une identité unitaire dans un État. On s'est rendu compte que cette logique ne tenait pas. Un État n'est pas... L'identité déjà est multiple dans un État ou pas dans un État en tant qu'institution, dans un État en tant que pays. Le multiculturalisme est complètement structurel en Afrique. Donc il faut arrêter de penser que cette unicité du pays ne passerait que par l'enseignement d'une seule langue. Aujourd'hui, il faut vraiment intégrer les langues verniculaires, les dialectes, dans la construction identitaire du pays lui-même. Et tant qu'on sera encore collé à cette idéologie-là, d'une langue unique pour un pays unique ou un peuple unique, on n'arrivera pas à avancer sur cette question. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les divisions se multiplient au sein du PDCI en Côte d'Ivoire. En cause, l'appel du leader du parti, Henri Konan Bédié, à soutenir le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de la prochaine présidentielle. Parmi les contestataires, la division des planteurs du PDCI. Et le gouvernement somalien et l'État du Puntland ont signé mardi un accord. L'objectif est de relancer la coopération, mais aussi et surtout les discussions autour notamment de l'organisation des prochaines élections. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom dans un instant, la troisième partie, à tout de suite.